Dans cette vidéo, je vais vous apprendre deux types de données en Swift. Il s'agit de deux types de collections, c'est-à-dire des types qui permettent de stocker plusieurs valeurs à un seul endroit. On va parler du type array, donc tableau en français, et le type set, qu'on appelle des ensembles en français. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur iOS. Et sache que cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master sur mon école en ligne Appcademy. Si tu as un Mac, n'hésite pas à t'inscrire gratuitement avec le lien dans la description de la vidéo. Tu auras accès à des dizaines de leçons offertes dans le domaine pour apprendre à créer tes propres applications Apple. Cette vidéo que vous regardez actuellement, vous avez aussi sa version complète sur Appcademy gratuitement, et on va parler en plus du type array et du type set, on va aussi parler du type dictionary. Donc si tu veux la version complète et même avec un quiz final sur ce concept des types de collections, n'hésite pas à suivre tout ça sur Appcademy, premier lien en description. Et sinon c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un nouveau type de données, le type array. En français, c'est un tableau. Et donc, c'est un type de valeur un petit peu comme on en a déjà vu, comme le type string, int, double ou booléen. Sauf que là, c'est un type qui va stocker non pas un élément, mais plusieurs. Et cela en plus dans un ordre bien précis. C'est parti pour un petit exemple. On crée une variable students. Et donc là, on va préciser son type, donc le type array, et donc ici on va pouvoir stocker différents éléments mais d'un seul type donné. Là je veux stocker des types string, donc on met ici string. C'est un tableau de string. Ensuite on met égal et entre crochets, comme ça on va pouvoir mettre nos différents éléments dans notre tableau. On va commencer par mettre Pierre, une petite virgule, ensuite notre deuxième élément du tableau, Sophie et même Lucas. Voilà, hop, la recommandation parfait. Et donc ici dans la variable student, on a bien notre tableau de 3 personnes. Et donc ça c'est l'une des manières de préciser le type de données, mais on a une autre façon. Je vais créer un autre tableau de score. Donc ça va être un tableau d'integer. Donc là on peut mettre directement des crochets et écrire int à l'intérieur. Ça revient exactement au même. On a ces deux manière de créer un tableau. Et moi je préfère celle-là, j'utilise le plus souvent celle-ci. Et donc après on met égal, nos crochets et on met nos éléments à l'intérieur. Donc ça c'est notre deuxième tableau, parfait. Et donc dans ces deux variables on a bien précisé explicitement le type de valeur. On a bien précisé ici que c'était un tableau de type string et là un tableau de type int. Mais tout comme les autres types de données qu'on a déjà vus, on n'est pas obligé de préciser ça si on lui donne quelque chose. Swift peut le deviner. Donc je crée un autre tableau de température et là on peut directement écrire nos données. Donc là on a bien un tableau de type double par rapport à ce qu'on a mis à l'intérieur. On fait option clic sur température et on va pouvoir voir que c'est bien un tableau de type double. Si on avait enlevé les virgules ici, et ici maintenant on a un tableau de type integer. Donc pas besoin de préciser le type quand on lui donne des données directement. Donc là on a vu comment créer des tableaux en leur donnant des valeurs directement. Et donc maintenant, voyons comment créer un tableau vide. On a deux manières pour ce faire. On crée une variable names1. Donc là, on peut préciser le type de données ici, un tableau de type string. Et pour qu'il soit vide, on met juste des petits crochets vides comme ça. Et l'autre manière de créer un tableau vide, ça va être celle-là. Et on va pas préciser le type directement, on va mettre un égal, un tableau de type string, vide en mettant des petites parenthèses comme ça. Donc là, c'est exactement la même chose. Moi, je vais préférer peut-être cette méthode-là. Maintenant qu'on a nos tableaux de créer, on va voir comment ajouter de nouveaux éléments à l'intérieur. Si on veut ajouter un nouveau score dans le tableau de score, on peut faire comme ça. On met le nom de notre variable de notre tableau, on met un petit point. Quand on met le point ici, on a directement plusieurs possibilités. Et ce qui va nous intéresser ici, ça va être les méthodes avec un petit m. Une méthode, c'est une fonction, c'est la même chose, sauf qu'une méthode, on appelle ça comme ça quand c'est une fonction qui se trouve dans un type donné. Donc là, pour ajouter un élément dans score, on utilise la méthode .append. Et donc là, dans les parenthèses, on met l'élément qu'on a envie d'ajouter. Il faut que ça soit un élément du même type que notre tableau. Là, c'est un tableau d'integer, on ne peut pas ajouter un type double. Ici, j'ajoute 9001. Et donc en faisant ça, en utilisant append, ça va ajouter notre valeur à la fin du tableau. Donc actuellement, score est égal à 42, 3, 145, 99 et 9001 maintenant, dans cet ordre précis. Parce que je rappelle, le type array est un tableau qui stocke des éléments dans un ordre vraiment précis. Et du coup, on a une manière d'ajouter un élément à un endroit précis à l'intérieur du tableau. On fait score.insert. Cette fois-ci, on va insérer un nouvel élément. J'ajoute 999 et on va préciser à quel endroit on veut ajouter notre élément dans le tableau. Donc comme je vous l'ai dit, un tableau, ça stocke les éléments dans un ordre précis et chaque
emplacement va avoir un identifiant, ce qu'on appelle un index. Le tout premier élément d'un tableau, donc ici notre 42, se trouve à l'index 0, à l'adresse 0. Les tableaux commencent toujours à 0. Donc 42 se trouve à l'index 0, 3 se trouve à l'index 1 du coup, 145 à l'index 2 et etc. Donc moi, si j'ai envie d'ajouter un nouvel élément, si je veux ajouter ce 999 au tout début du tableau, je vais le mettre à l'index 0. Et du coup, tous les autres vont se décaler. Ensuite, on va voir comment supprimer un élément d'un tableau. On a plusieurs manières de faire ça là aussi. Et donc là, je vous montre tout ça. Mais comme d'habitude, là, vous allez apprendre ça à force de pratique. Vous n'avez pas besoin de tout connaître par cœur. Vous avez juste à savoir que ça existe. Et donc après, quand vous en aurez besoin, vous aurez juste à rechercher l'info pour le faire. Et à force de faire ça, ça deviendra inconscient. Donc si on veut supprimer un élément précis d'un tableau, imaginons que j'ai envie de supprimer Pierre ici de ce tableau de students, on va écrire students.remove at, et donc là on précise l'index de l'élément qu'on a envie de supprimer. Et donc Pierre est en premier, donc c'est à l'index 0. On écrit ça comme ça. Si on voulait supprimer Lucas, on aurait écrit at 2, vu que Pierre est à l'index 0, Sophie à l'index 1, Lucas à l'index 2. Maintenant, si j'ai envie de supprimer le premier élément, donc on peut mettre at index 0, mais on peut faire ça encore plus simplement en écrivant students.remove first. Là, si j'en mets 0, ici, c'est exactement la même chose. Sauf que cette méthode-là est un petit peu plus facile à lire, je dirais. Maintenant, si on veut supprimer le tout dernier élément, on a à peu près la même chose. On peut écrire students.remove last. Et on a une dernière méthode que je vais vous montrer aussi qui permet de supprimer tous les éléments d'un tableau. Si je veux supprimer toutes les températures, déjà, ici, on met une variable au lieu d'une constante. Et donc, on va écrire le nom du tableau, .remove all. Et donc là, ça supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et attention, quelque chose de ultra important, veillez toujours quand vous indiquez un index, donc une adresse dans un tableau, veillez toujours à ce qu'il y ait quelque chose à cette adresse. Donc là, si je veux ici supprimer l'élément dans le tableau à l'index 8, ici, ça va faire cracher le programme. Il n'y a rien à l'adresse 8. Du coup, ça va poser problème. Attention, toujours à veiller, à faire attention à ça. Donc, on a vu comment créer les tableaux, comment ajouter des éléments à l'intérieur, comment en supprimer. Donc maintenant, voyons comment utiliser les éléments dans ces tableaux-là. Je vais mettre tout ça en commentaire, comme ça. Donc on ait toujours nos éléments dans Students, on va continuer à travailler avec. Imaginons que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se trouve en première place de notre tableau. Si je veux print le premier élément du tableau, je vais écrire Students, et donc là on va pouvoir préciser l'adresse en mettant entre crochets l'index. Si je mets Students 0, ça va récupérer Pierre. Si je mets Students entre crochets 2, ça va afficher Lucas. Et là aussi, attention à utiliser un index qui existe. Si on met Students 3, eh bien ça va cracher. Un petit peu comme on l'a vu avec remove et remove first, on a à peu près la même chose. Si on veut afficher le premier élément du tableau, on peut écrire students.first. Ensuite, on a à peu près la même chose pour afficher le dernier élément d'un tableau, students.last. Et si on veut sélectionner un élément aléatoire dans le tableau, au hasard, on va pouvoir écrire students.random element. Comme ça. Maintenant, si je fais students, ici on peut voir qu'il y a énormément de méthodes et de propriétés pour le type array. Je ne vais pas toutes vous les montrer, vous les connaîtrez au fur et à mesure, mais je vais vous en montrer quelques dernières quand même assez utiles. Par exemple, sur le type array, on peut mettre un petit point isEmpty. Ici, c'est une propriété, donc une variable sur le type array, une computed variable pour être précis, comme on l'a vu dans une précédente leçon. C'est une variable qui va retourner vrai ou faux. Ça va retourner vrai si le tableau est vide, et au contraire, ça va retourner faux dans le cas contraire. Ici, ça va retourner faux, vu qu'il y a des éléments à l'intérieur. Si je fais play, on peut voir sur la droite, ça va mettre false. Et l'avantage du playground, c'est qu'on peut directement écrire des choses comme ça, et ça va directement nous afficher à quoi ça correspond sur la droite. Pas besoin de mettre ça forcément dans un print, ça va directement afficher la valeur sur le côté. Ensuite, on a une autre propriété du type array, ça va être count, comme ça. Donc là, ça va retourner combien il y a d'éléments dans le tableau. On peut voir qu'il y en a 3. Ensuite, on a une méthode qui permet de vérifier s'il y a un élément précis dans un tableau. Pour ce faire, on écrit le nom du tableau, point,
contains, et là on va préciser ce qu'on recherche. On vérifie si à l'intérieur du tableau il y a Bob. Et donc là ça va être égal à faux, parce qu'il n'y a pas Bob dans le tableau de students. On a une autre méthode qui permet de mélanger tous les éléments à l'intérieur d'un tableau pour les changer de place. On peut faire students.shuffle. Et pour finir, avec une dernière méthode, celle-là elle est un petit peu plus compliquée, mais je vous la montre parce qu'elle est très utile. On a la méthode filter pour filtrer les éléments d'un tableau en fonction d'un paramètre. Donc là, entre les parenthèses, j'écris $0.contains entre guillemets A. Ici, ça me permet de créer un tout nouveau tableau. En fonction de ce tableau-là, ça va prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça va enlever tous les éléments qui ne contiennent pas un A à l'intérieur. Du coup, dans ce nouveau tableau, il reste que Pierre. Et du coup, on pourrait créer une constante, uniquement les élèves avec un A dans leur nom. Et donc, cette constante est égale à un nouveau tableau qui contient uniquement Lucas. Mais bon, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Tout ça, on verra ça dans les prochaines leçons. Mais c'est pour vous dire que ça existe. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour ce petit type array, qui est un type de collection qui permet de stocker une collection de données. C'est le premier des 3 types de données qui permet de faire ça que je vous montre. Dans les prochaines leçons, on va voir le type set et le type dictionary. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau type de données, le type set, qui est un type de collection, donc un type qui permet de stocker une collection de données. Comme je vous l'ai expliqué, du coup, le type array nous permet de stocker des éléments dans un ordre bien précis. Alors qu'ici, le type set va stocker plein d'éléments, mais il ne va pas y avoir d'ordre défini, ça va être mélangé. Vous voyez un petit peu le type array comme une série de casiers, avec le casier numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on sait où chaque élément est rangé, alors que le type set, on peut voir ça un petit peu comme un sac. On va mettre des éléments dans notre sac, le sac il bouge, il se mélange et ça va pas avoir un ordre précis. Et particularité en plus du type set, tous les éléments à l'intérieur doivent être uniques. Il ne peut pas y avoir des doublons. Si on veut stocker une liste de énormément de noms d'utilisateurs et si on veut qu'ils soient tous uniques, on va pouvoir les mettre dans un set. Et déjà comment on fait pour créer un set? On va rester sur l'exemple des noms d'utilisateurs, on va créer une variable usernames et on va spécifier ici notre type, donc c'est le type set, ça s'écrit comme ça, et on doit spécifier le type de données qu'on met à l'intérieur. Ici, ça va être des chaînes de caractères, donc on précise que c'est de type string. Et donc, on va remplir notre set d'username. Ça fonctionne comme un tableau, on met entre crochets nos différents éléments séparés par des virgules. Et donc ça y est, on a créé notre premier set de données. Je vais en créer un deuxième pour vous montrer une autre manière d'en créer un. Une variable Fibonacci numbers, on précise le type. Ici, on peut juste écrire set et après mettre égal et on met nos éléments comme ça, plein d'integers. Ici, c'est bien un set d'integers. Et au-dessus, même si j'enlève ça, ça va être un set de type string. Ensuite, pour créer un set totalement vide, on a 2 façons de faire. Je crée un set de couleurs, colors. On peut préciser le type comme ça. Et ici, on va mettre égal et décrocher vide, donc là ça crée un set vide, et on peut aussi faire comme ça. Si je veux créer un set de nombres, je peux écrire égal set comme ça et préciser int et finir par ajouter des petites parenthèses pour préciser que c'est un set totalement vide. Donc on a ces 2 manières-là, après à utiliser selon votre préférence. Moi je préférais cette manière-là, comme ça on voit bien les crochets vides, je trouve ça meilleur, mais après c'est une préférence personnelle. Maintenant qu'on a créé des sets, on va voir comment ajouter des nouveaux éléments à l'intérieur. Pour ce faire, si j'ai envie d'ajouter un nouveau username, je vais écrire le nom du set, point. Et là, tout comme le type array, on a plein de méthodes et de propriétés pour le set et ça va être des choses communes. On va beaucoup en retrouver qui vont être dans le type array, le type set et même le type dictionnaire qu'on verra dans la prochaine leçon, vu que ces 3 types sont un type de collection. Et du coup, spécifiquement ici, pour le type set, pour ajouter un élément à l'intérieur, on va avoir la méthode insert. Et dans les parenthèses, on met l'élément à ajouter. Ensuite, maintenant qu'on a nos sets, on va voir comment utiliser et récupérer les données qui se trouvent à l'intérieur. On peut déjà récupérer une valeur aléatoire dans un set en écrivant usernames.randomelement. Là, ça ne s'affiche pas dans la console. Donc si vous aussi, à un moment donné, ça ne s'affiche plus, n'hésitez pas à fermer Xcode et à relancer le projet. Là, je viens de le faire. Et donc là, vous voyez que cette fois-ci, aléatoirement, ça a choisi Hector the Best Trickshot. Ensuite, si on veut récupérer un élément précis, on va pas pouvoir indiquer l'index comme on pourrait le faire avec un type array, vu que là, encore une fois, c'est dans un ordre aléatoire, il n'y a pas d'ordre précis. Du coup, on va pouvoir par exemple utiliser la méthode first avec le paramètre
where. Et donc là, on va pouvoir récupérer le premier élément qu'on trouve à l'intérieur du set répondant à certaines conditions. Par exemple, ici, je veux que ça soit égal au premier élément qu'on trouve où cet élément est égal à Golden Claims. Du coup, je peux créer une constante mi égale, je fais play, et donc là, cette constante va être égale à Golden Claims. Donc là, c'est compliqué, on verra ça dans les prochaines leçons pour un petit peu mieux comprendre tout ça. D'abord, voyons comment supprimer un élément dans un set. On peut utiliser la méthode remove, comme ça. Et donc là, on indique ce qu'on veut supprimer. Jack 99. Et donc là, si ça trouve un élément dans notre set qui est égal à ça, ça va l'enlever. On peut aussi supprimer tous les éléments qui se trouvent dans un set en utilisant la méthode remove all. Ou sinon, pour faire la même chose, on peut écrire directement le nom du set égal à des crochets vides. C'est exactement la même chose. Et pour finir, on a plusieurs propriétés du type set qui sont aussi présentes dans le type array. On a par exemple usernames.count qui retourne le nombre d'éléments dans notre set. On a aussi la propriété isEmpty qui indique si oui ou non un set est totalement vide. Et on a aussi la propriété filter qui retourne un tout nouveau set à partir d'un précédent auquel on aura filtré certains éléments en fonction d'un paramètre donné. Là, c'est un peu compliqué aussi, mais voilà, sachez que ça existe, on verra ça plus tard. Et voilà tout ce qu'il y avait à connaître pour le type set. C'est la fin de cette vidéo. On a vu les tableaux et les sets. Et donc maintenant, si tu veux aussi voir le troisième type de collection, les dictionnaires, eh bien n'hésite pas à suivre ce cours. Swift Master, tu as le début du cours totalement gratuitement avec encore plus de contenu par rapport à YouTube. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur Academy avec le premier lien dans la description de la vidéo pour suivre tout ça. Et en plus des premières leçons de Swift Master, tu as accès à plein d'autres cours sur d'autres sujets, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Sinon, laisse un like, abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur la création d'applications Apple et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!